Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro spécial du MAG des adhérents AJP, un numéro dédié aujourd'hui aux grandes tendances d'investissement. Et nous sommes dans ce lieu absolument incroyable de Paris, le Palais Brongniart, qui a été inauguré en 1826 et qui jusqu'à sa fermeture en 1987 est resté le cœur, le poumon de l'activité financière de la France. Et c'est dans ce lieu mythique que nous allons à présent découvrir la grande tendance que vous avez choisie pour 2022. C'est parti. Et nous nous retrouvons autour de la fameuse corbeille, endroit idéal pour décrypter les grandes tendances du marché avec nos trois experts invités de ce MAG AJP. Alors, autour de cette corbeille, Cécile Maisonneuve qui est avec nous, présidente de Décisive. Stéphane Lago, spécialiste en investissement des grandes tendances chez AXA Investment Managers. Et puis Bruno Guillier de Chalvron, délégué général de l'association AJP. Merci à tous les trois d'être avec nous. Nous avons également un public en notre compagnie, public d'adhérents AJP. Vous pourrez poser toutes vos questions dans un second temps, dans la deuxième partie de cette émission. Comme chaque année, vous avez été invité à choisir la grande tendance 2022 parmi trois grandes tendances sélectionnées par l'équipe de gestion thématique AXA Investment Managers. Alors je vous les rappelle, c'était consommateurs connectés, automatisation et technologie propre. Et nous allons découvrir le résultat de vos votes dans quelques instants dans ce MAG. Bruno Guillier de Chalvron, alors pour commencer ensemble, est-ce que vous pouvez nous rappeler le sens de cette consultation qui a lieu chaque année, que vous réalisez auprès de vos adhérents AJP? Oui, bien sûr. Alors AJP, c'est avant tout une association d'assurés. Et notre objectif premier, c'est de concevoir des produits d'assurance pour nos adhérents. Ça veut dire être à leur écoute pour créer ou faire évoluer des garanties et des services qui répondent à leurs attentes ou qui leur ressemblent. Et en fait, c'est ce que nous cherchons à faire avec cette consultation AJP Grande Tendance. Les consulter pour déterminer la grande tendance d'avenir, mais surtout créer une unité de compte qui la prenne en compte réellement dans les investissements. Alors cette année, c'est la 3e édition de ce vote, et je voulais remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés et qui ont voté cette année encore. Gros succès, et en même temps, c'est quelque chose d'assez unique. Exactement. Alors d'abord, c'est une démarche qui est très importante pour nous parce qu'elle permet de mettre nos adhérents au cœur de nos travaux et de créer avec eux des solutions d'investissement sur le long terme. Effectivement, c'est une démarche dont nous sommes assez fiers puisqu'elle est unique sur le marché. Alors merci justement sur l'intérêt de ce partenariat, Stéphane Lago, avec côté AXA IM, je veux dire IM, ce sera plus rapide, l'entité de gestion des actifs du groupe AXA. Quel est l'intérêt pour vous de ce partenariat ? Alors, au sein de la plateforme Action d'AXA IM, on a toujours en fait recherché à investir dans une cinquantaine de sociétés pour créer nos portefeuilles, mais ces sociétés doivent être exposées à des grandes tendances de long terme qui ont ou qu'on estime avoir un potentiel de croissance supérieur par rapport au reste du marché. Ce partenariat spécifique avec l'AJP fonctionne très bien pour nous puisque on a une vision aussi de la part des investisseurs finaux, des épargnants sur ce type de thématique-là. Nous, on a la chance de pouvoir interagir aussi avec les entreprises, les dirigeants des entreprises qui sont exposés à ces thématiques-là. On a la chance de pouvoir participer à des conférences et ça nous permet d'avoir un lien entre le travail qu'on fait au jour le jour, investir, rencontrer tous ces professionnels et puis la vision des épargnants, des investisseurs finaux, notamment grâce à ce partenariat avec l'AJP. Alors dans un contexte aussi mouvementé tel que nous le connaissons actuellement, c'est pas facile de se projeter dans l'avenir. Comment vous faites pour trouver ces grandes tendances, pour les déterminer ? Effectivement, ce n'est pas facile, surtout avec le contexte actuel. On regarde généralement 3 critères. Le premier, c'est est-ce que c'est une thématique visible? Est-ce qu'elle est tangible? Est-ce qu'elle va avoir un impact sur notre société au cours de la prochaine décennie? C'est la première chose qu'on regarde. Le deuxième élément, ça doit être une thématique qui doit pouvoir naviguer différents cycles de marché, ne pas être affecté par une pandémie, par un contexte géopolitique compliqué. Donc pour cela, il faut que ça soit une thématique qui soit supportée par l'innovation technologique, les changements démographiques, par exemple, ou la volonté de vouloir investir dans une économie plus
durable. Donc vous avez eu les deux premiers critères. Et le dernier critère, c'est plutôt un critère technique sur les marchés actions. On veut que ça soit une thématique qui soit investissable sur différents secteurs, qui ait une exposition, une influence de la thématique sur différentes régions et qu'on puisse investir dans des grandes capitalisations tout comme des petites capitalisations. Et donc chaque année, voilà, vous déterminez ces grandes tendances pour les marchés. Exactement. Eh bien, c'est le moment de découvrir le résultat de vos votes. Bruno, quelle est la grande tendance 2022 choisie par les adhérents AGP? Eh ben, cette année, ce sont les technologies propres avec 78% des votants qui l'ont choisi. 78% pour les technologies propres, ok. Ouais, plus de 3 votants sur 4 ont choisi les technologies propres devant l'automatisation et le consommateur connecté. Eh bien, nous allons donc revenir un peu plus en détail sur ces fameuses technologies propres. Stéphane, qu'entend-on par technologie propre? Qu'est-ce que cela recouvre? Alors, il y a 4, on va dire, sous-thèmes pour nous. Le transport durable, les énergies renouvelables, tout ce qui est solutions qu'on appelle agritech, alors je fais un peu d'anglicisme, et puis tout ce qu'on appelle gestion des déchets, recyclage ou optimisation des ressources naturelles. Tout ça va dans le même sous-thème pour nous. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on est au début de la croissance et de l'accélération de la croissance sur chacun de ces sous-thèmes-là. Je vais vous donner peut-être un chiffre qui est lié aux énergies renouvelables. On estime qu'il faudrait 3 à 4 fois plus d'investissement annuel sur les énergies renouvelables actuellement pour qu'on puisse atteindre la cible, les objectifs mondiaux qu'on a en matière de décarbonisation pour les 20 à 30 prochaines années. Le label ISR, on en entend de plus en plus parler. Juste un petit mot sur ce label. C'est un très bon point. Lorsqu'on parle de transport durable, lorsqu'on parle de solutions agritech ou d'énergie renouvelable, évidemment que le fonds a le label ISR. Le label ISR va de pair avec les technologies propres. Merci. Alors Cécile Maisonneuve, merci d'être avec nous. Décisive est une entreprise de recherche, de conseil et de diffusion de connaissances sur toutes les questions de transition écologique, de développement durable et de politique énergétique. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet. Vous avez été désigné parmi les 20 disrupteurs qui font les villes de demain par le quotidien La Tribune. Donc félicitations, bravo à vous. Quelle est votre vision sur cette tendance choisie par les adhérents AGP? Qu'en pensez-vous? Je pense que les adhérents AGP ont parfaitement compris le monde dans lequel on vit maintenant. Un monde marqué par une crise géopolitique majeure, évidemment. Mais si on regarde, c'est la 3e crise en 3 ans. 2020, crise sanitaire. 2021, la crise énergétique qui commence déjà. Puis 2022, la crise géopolitique. Des crises qui s'accumulent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que ça va booster, accélérer la transition énergétique et environnementale. Alors, attention, booster, accélérer, ça ne veut pas dire non plus que ça va être linéaire. Ce qu'on a vu l'an dernier déjà et ce qu'on va voir beaucoup cette année, c'est le retour en force du charbon. On l'a vu en Asie, on l'a vu aussi en Europe, parce que c'est ce que certains ont directement sous les pieds, parce que c'est ce que d'autres ont dans le court terme pour ne plus dépendre des énergies fossiles russes. Donc, ce qu'il va falloir regarder aussi, c'est jusqu'à quel point ces technologies propres sont de bout en bout, c'est-à-dire ce que les ingénieurs appellent l'analyse en cycle de vie, comment c'est fabriqué. Et évidemment, comme on le sait, il y a beaucoup de technologies propres qui viennent de Chine. Et donc avec du charbon comme énergie, en tout cas pour l'instant. Donc c'est aussi un point à regarder. Alors ça interroge tout ce que l'on vit en ce moment, notre indépendance, la souveraineté énergétique et industrielle de la France et de l'Europe, bien évidemment. Quelles sont les priorités selon vous et à quelle échelle ? En fait, c'est vrai que quand on parle de la Chine, l'idée, c'est de remplacer une dépendance par une autre à terme. Donc, à mon sens, il y a 3 grandes priorités. La première priorité, c'est relocaliser tout ce qu'on peut relocaliser en termes de production dans l'espace proche. Alors, relocaliser, il va falloir regarder par rapport à cette analyse en cycle de vie, là où l'énergie est aussi la plus propre. Donc, il va y avoir une prime pour les pays qui ont un mix énergétique déjà très propre. Alors ça place des pays comme la France, on peut penser aussi à la Norvège, à la Suède, qui sont sur le podium des 3 pays les plus propres en Europe et dans le monde en termes de production d'électricité. Et puis décarboné, c'est le nucléaire du coup qui explique cela. Alors en France, c'est le nucléaire, aussi en Suède en grande partie, qui va évidemment faire partie de l'équation. C'est très important, par exemple, quand on parle d'hydrogène, il faut beaucoup d'énergie pour fabriquer de l'hydrogène.
Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est 96% à partir d'énergie fossile. Demain, ça doit être à partir d'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire. Le deuxième point, je pense que c'est aussi, quand on ne peut pas relocaliser chez nous, ça va être de sécuriser les approvisionnements. Et pour ça, va falloir que les Européens apprennent à faire de la diplomatie, avoir une vision géopolitique du monde en regardant les pays producteurs d'un certain nombre de matières premières. Et il va falloir, quand on ne peut pas le faire au dehors de nos frontières, il va falloir aussi stocker chez nous. On était dans une économie du tout flux depuis les années 80. Maintenant, il va falloir aussi passer à du stockage. Et puis, ce qu'on ne peut pas faire chez nous, ce qui nous entraîne trop de dépendance, il va falloir beaucoup de R&D. Quand on parle de transport durable, de mobilité électrique, bien sûr, il y a la batterie, mais on peut aussi réfléchir, c'est testé dans certains pays, par exemple la route par induction, il y a plein de choses qu'on peut faire encore. Et j'ai envie d'ajouter un dernier point par rapport à ce que vous avez dit. On comprend bien que quand on veut faire tout ça, la bonne échelle dans nos géographies, c'est l'Europe. On ne peut pas faire tout seul. Et de ce point de vue-là, il va falloir plus d'unité, plus de solidarité européenne. On ne peut pas avoir une partie de l'Europe qui dise mon sujet, c'est l'Est de l'Europe, et puis l'autre partie qui dit mon sujet, c'est le Sud de l'Europe. Non, il va falloir regarder tous azimuts. Comment favoriser et accélérer la relocalisation dont vous avez parlé d'une partie de l'industrie, alors en France, si possible, ou en Europe, tout en tenant compte de l'objectif affiché de zéro carbone à horizon 2050. C'est quand même demain, 2050. Alors c'est vrai que pour atteindre ce triptyque, réindustrialisation, relocalisation, décarbonation, c'est bien comme ça que ça marche. À mon avis, il va falloir 3 choses. La première chose, c'est qu'il va falloir vraiment se pencher sur la question des procédures administratives. Vous regardez en Europe, là, il y a des statistiques qui viennent de sortir. En France, la procédure théorique pour ouvrir une usine, c'est 9 mois. Le temps réel, c'est 17 mois. Chez nos voisins, procédure théorique 6 mois, temps réel 4 mois. Donc là, il y a un petit sujet. On parlait d'accélération, ça fait pleinement partie de l'accélération. C'est pour les projets ENR, c'est pour les projets nucléaires, c'est pour les projets de transport durable. Il va vraiment falloir aller beaucoup plus vite. Le deuxième point qui est très important, c'est vraiment un cadre de financement clair et stable. On a vu la bataille en Europe sur la taxonomie européenne. Je ne suis pas sûre qu'il faille en revoir pas mal d'aspects. De manière plus large, il faut un cadre de financement qui soit stable dans le temps pour les investisseurs. C'est absolument clé. Puis dernier point, on a un gros sujet de formation. Quand on parle de réindustrialisation, oui, ça veut dire beaucoup d'automatisation, des robots, donc à la fois des ingénieurs dans les nouvelles technologies, mais ça veut dire aussi des soudeurs, des métallos. Il va falloir revenir à tout ça aussi. Donc la formation aussi important. Merci pour cette analyse. Comment finalement, alors très concrètement, vous avez voté, vous avez choisi la grande tendance. Comment ce choix va se concrétiser dans les actes de financement? Comment vous allez faire? Alors, on vous a permis de pouvoir voter sur 3 tendances, mais le fonds est basé sur 5 grandes tendances. Donc, si vous faites un calcul rapide, c'est une exposition de 20% sur chacune de ces tendances, et c'est l'exposition structurelle qu'on vise sur le fonds AJP Grande Tendance. Une surpondération sur les technologies propres, qui est donc le résultat de votre vote, signifie une pondération de 25 à 30% à peu près sur les technologies propres. Pourquoi on ne veut pas avoir une pondération trop élevée? Puisqu'il y a un souci de diversification. On a estimé que les 5 grandes tendances sur lesquelles on investit, elles ont toutes un potentiel de croissance important. Et donc, on ne veut pas non plus mettre tous nos œufs dans le même panier, même si voilà, la technologie propre sur l'année 2022 sera surpondérée par rapport aux autres thématiques. Très bien, une surpondération donc. Merci. Alors pour conclure ce magazine, peut-être tous les 3, qu'est-ce que ce choix finalement symbolise pour vous, le choix vers les technologies propres justement? Alors, je ne suis pas surpris de ce choix-là. Si on regarde cette thématique-là, c'est une thématique qui s'est accélérée vraiment sur les 3 dernières années d'un point de vue demande de la part des investisseurs. Il y a 3 groupes qui supportent ces technologies propres et le développement de ces technologies propres. Les gouvernements, on en a parlé un peu. Ensuite, vous avez nous, vous, moi, les personnes de cette audience, on est tous devenus un peu plus des consommateurs un peu plus verts, on va dire, au cours des dernières années. Et puis enfin, le 3e groupe qui est important, c'est les entreprises. C'est les noms qu'on voit dans cette salle. Les entreprises, puisqu'elles ont un risque réglementaire, puisque les amendes vont augmenter. Et puis, il y a un risque réputationnel, puisque nous, on n'acceptera plus d'être identifiés avec les marques qui ne joueront pas jeu. Mais le dernier point, c'est que c'est des sujets d'actualité.
vous l'avez mentionné, dès qu'on parle de voitures électriques, énergie renouvelable, avec l'augmentation du prix du pétrole, on comprend tout de suite le lien. Et la même chose avec l'inflation. Par exemple, des solutions agritech sont très importantes pour les fermes, pour pouvoir gérer un peu mieux les coûts fixes et améliorer la productivité. Voilà, avec cet enjeu d'embarquer tout le monde dans cette transition écologique sans laisser personne de côté, ça c'est un véritable enjeu. Bruno, pour conclure, de votre côté. Alors moi non plus, je ne suis pas surpris par le résultat de ce vote, mais en prenant un peu de recul, je remarque que ces 3 dernières années, c'est à chaque fois la tendance écologique qui l'a remporté. Et je pense que maintenant, nous devons penser à non plus en faire une tendance, mais un prérequis à chacune des tendances qu'on doit proposer à nos adhérents. C'est vers ce chemin-là que doit aller la finance. Ça, c'est la prochaine étape, du coup. Voilà, au cœur de toutes les grandes tendances. Merci beaucoup. Cécile, aussi un dernier message important pour vous. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, cette tendance, à la fois, s'accélère, mais il est bien clair qu'elle va s'hybrider avec les autres tendances. Je pense aux 2 autres tendances de cette année, le consommateur connecté ou l'automation. Un exemple qui paraît évident, quand on dit aujourd'hui, il faut que le consommateur participe à la réduction de la consommation d'énergie fossile, en baissant son chauffage et tout, ça va se faire si le consommateur est mieux connecté, il ne l'est pas encore assez. Il y a les technologies qui sont du côté de l'offre, mais il faut aussi aider la demande à être plus verte. Et de ce point de vue-là, ça va être vraiment l'hybridation entre la transition écologique et la transition numérique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de Smart City. La Smart City de demain, c'est la Climate Smart City, très clairement. Merci beaucoup. Ce n'est pas fini. Deuxième partie de cette émission, vous allez pouvoir répondre aux questions des adhérents AGP qui sont avec nous. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le mag des adhérents AGP sur les réseaux sociaux. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau mag.